Le leader charismatique est un visionnaire. Il voit ce que ses compatriotes ne voient pas. Pour Nelson Rolihlahla Mandela, je vais vous donner juste 2 exemples. Voilà quelqu'un qui va aller en prison. On appelle cela le procès de Rivonia. Rivonia, c'est R-I-V-I-O-N-A. C'est une banlieue de Johannesburg. Le procès de Rivonia, c'est le procès de l'ANC. Walter Sisulu, Govan Mbeki, Nelson Mandela, qui vont donc être traduits pour haute trahison. Haute trahison voulant dire qu'ils s'attaquent à l'État raciste blanc d'Afrique du Sud. Et au moment où ils vont passer au procès, ils vont dire qu'ils sont eux-mêmes leurs propres avocats. Bon, ce qui est un risque, bien sûr, puisque l'avocat noir n'a aucune chance de réussir dans un procès où tous les juges sont blancs. Et il va parler. Il va prendre la parole pour son dernier plaidoyer, sa dernière plaidoirie. Et il va dire: je suis prêt à mourir pour mes idées. Je suis prêt à défendre une Afrique du Sud contre le racisme blanc, mais aussi contre le racisme noir. Ce qui quand même est assez osé. Je suis contre le racisme des blancs contre les noirs, mais je suis aussi contre le racisme des noirs contre les blancs. Voilà ce qu'il va dire. Et il dit que je sais qu'en sortant d'ici, le verdict qui nous attend ne fait l'objet d'aucun mystère. Et Nelson Mandela aura, avec ses amis de Rivonia, la condamnation qui est condamnation à perpétuité. Ils vont éclater de joie pour cette condamnation qui leur semble préférable à celle à laquelle ils s'attendaient tous. Condamnation à mort, par pendaison. Eux, ils savaient ce qui allait leur arriver. Et c'est ainsi donc qu'on va les conduire en 1964, parce que le procès a lieu en 1964, on les conduira à la sinistre prison de Robben Island. Robben Island n'est pas une île fantastique. Ce n'est pas une île au trésor. C'est une prison de haute sécurité. High security prison. Où les travaux forcés sont à l'ordre du jour chaque jour. Vous cassez des pierres. Quand il arrive là-bas, on lui demande d'appeler ses geôliers boss. En afrikaans, c'est Baas. B-A-A-S. B-A-A-S. Il a dit jamais. On lui dit que nous sommes vos patrons, vous allez nous appeler Baas. Et il a dit never. Not now and not in the future. Vous voyez? Il est en prison. Mais il dit qu'il ne les appelle pas Baas. Et quand il sort de prison, évidemment, il va sortir selon ses propres termes, comme il a toujours dit. 4 fois, on lui demande d'arrêter le soutien à l'apartheid comme échange pour sa sortie de prison. 4 fois, il a dit, il n'en est pas question. Je sortirai peut-être, je ne sortirai peut-être jamais, mais ça sera toujours selon mes propres termes. Voilà la vérité. Et quand il sort, en 1990, je crois que c'était le 10 février, c'est avec le poing levé et avec à ses côtés Winnie Mandela. C'est le point levé de l'ANC avec lequel il sort. Ce n'est pas pour dire que moi je ne crois plus en l'apartheid et je vous demande de me suivre dans ma nouvelle voie. Je suis maintenant un born again de l'anti-apartheid. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ça les valeurs profondes auxquelles tient un homme, y compris au prix de sa vie. Maintenant, nous passons à l'autre type de leadership, qui est le leadership transformationnel. Ce que je donne là, ce sont des exemples pour aller au plus près de comment se comporte ce genre de leader. Quelles en sont les caractéristiques? Comment les reconnaît-on?
et quelle influence ils ont autour d'eux. Pour moi, l'exemple le plus accompli, c'est naturellement celui-ci. Thomas Sankara et, dans une moindre mesure, Muammar Kadhafi. Eh bien, Thomas Sankara n'est pas un soldat habituel. Ce n'est pas quelqu'un qui croit à la force des armes pour les armes, ce qui est quand même bizarre. Lui, il croit davantage à la puissance des idées qu'à la puissance des armes. Je dis, c'est encore assez bizarre, c'est pas très courant. Thomas Sankara est le fils d'un instituteur. Donc, ça veut dire qu'il connaît la place des idées dans la transformation des vies. Son père n'est pas quelqu'un de pauvre ni de riche. Il appartiendrait à ce qu'on peut appeler la classe moyenne africaine de l'époque. Mais Thomas Sankara, très tôt, va se distinguer par son goût des lectures. Il va commencer à s'appuyer. Et il va s'intéresser à beaucoup de choses, en particulier, qu'est-ce qui fait la pauvreté des civilisations comme l'Afrique? Pourquoi est-ce que les Africains sont-ils pauvres? Et très tôt, il va commencer à voir des choses qui vont l'intéresser. Il va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les Occidentaux, qui sont en haute volta, se considèrent toujours comme supérieurs à n'importe lequel des voltaïques. Il commence à se poser ces questions. Thomas Sankara va donc entrer à l'armée, au Britannique, on appelle ça, c'est l'école des enfants d'officiers, bien qu'il ne soit pas enfant d'officier, mais il ira là-bas. Et c'est là qu'il va commencer à apprendre la discipline et s'adonner à l'autodiscipline. Il croira davantage à l'autodiscipline qu'à la discipline. Une des choses qui va marquer le leader transformationnel, c'est le fait d'être iconoclaste, c'est-à-dire aimer sortir des sentiers battus, aimer évoluer dans des domaines réputés dangereux et en tout état de cause sans issue. Thomas Sankara va être formé comme soldat, mais dans sa formation, il va beaucoup étudier les sciences sociales. Ce qui va intriguer d'ailleurs ses formateurs. Beaucoup d'économie, beaucoup de sciences politiques et beaucoup de droit. Bon, pour un militaire, quand même, on se pose des questions. Pourquoi ce militaire est si particulier? Et en fait, il a dans sa famille, comme souvent, un problème. Il a une petite sœur qui est infirme. Et le comportement de ses parents vis-à-vis de sa petite sœur, il ne l'accepte pas. Quand on la frappe, il s'interpose. Donc, la défense des personnes vulnérables, des personnes fragiles, il va la faire sienne dès sa famille et dès son jeune âge. Et l'exemple de Madagascar va l'influencer. La révolution des militaires à Madagascar. Quand il revient, il va rencontrer un groupe. Parce qu'en fait, la Haute-Volta est l'exemple même du pays des coups d'État sans fin, des coups d'État militaires. Et chaque groupe d'officiers qui va venir va se remplir les poches au détriment du prochain groupe qui va le renverser. Et il va voir que tout ceci, c'est en réalité se moquer du peuple. Et Thomas Sankara va être arrêté et jeté en prison à cause de ses idées déjà un peu trop révolutionnaires pour son âge. Et c'est les autres qui vont faire qu'on le libère, notamment son ami de l'époque, Blaise Compaoré, qui sera celui qui va diriger les troupes paracommandos. Ce sont des paracommandos, donc des troupes parachutistes qu'on appelle les troupes aéroportées. C'est Blaise Compaoré qui dirige l'école des troupes aéroportées de Haute-Volta. Ils vont donc venir libérer l'officier félon, c'est-à-dire l'officier qui se rebelle. Le 4 août 1983, ils vont faire un coup d'État. Et ils vont dire dès le premier jour
que c'est le coup d'État pour le peuple et rien que pour le peuple. On leur dit oui, c'est ça. On a déjà entendu ça plusieurs fois. C'est ce qu'ils disent tous. Ceux-ci seront exactement pareils. Mais le discours qu'ils vont commencer à tenir est un discours qu'ils vont respecter à la lettre. Et ils vont parler, dès le départ, de l'importance du peuple et de l'intégrité des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. Alors, la Haute-Volta est certainement parmi les 10 pays les plus pauvres d'Afrique, voire du monde. La Haute-Volta est la risée de l'Afrique de l'Ouest, en général, et de la Côte d'Ivoire en particulier. Les voltaïques travaillent dans les plantations d'ananas des Ivoiriens, et en particulier de Félix Houphouët-Boigny. On les importe comme on importe des gens qui vont travailler, quoi. Pas des esclaves quand même, mais des travailleurs, je dirais des travailleurs forcés, un peu le travail forcé. La Haute-Volta n'est donc pas synonyme de dignité, n'est pas synonyme de fierté. Et c'est un problème pour Thomas Sankara. Il dit qu'il y aura une révolution populaire. Et il l'explique, il enseigne, il va faire le tour de la Haute-Volta plusieurs fois avec ses compagnons de lutte. J'ai nommé Blaise Compaoré, qui d'autre encore? Lingani, qui d'autre? Et Norbert Zongo, c'était 4. C'est eux donc qui sont le fer de lance de la révolution voltaïque. Un an plus tard, ils vont changer le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso. Et à partir de ce moment-là, il va essayer d'imprimer dans les esprits le fait que n'attendez personne pour vous en sortir. Vous avez les clés de votre propre sortie de pauvreté entre vos mains et pas ailleurs. Il va donc commencer à procéder par l'exemple. Par l'exemple. On va alphabétiser tout le monde au Burkina Faso en 4 ans. Le taux d'alphabétisation va augmenter, va tripler. Il était, je crois, de 17%. Il va tripler en 4 ans. Le Burkina Faso, écoutez-moi bien, tout ceci est avec des chiffres, hein, ça ne sort pas de l'imagination du professeur Jean-Emmanuel Ponty. Le Burkina Faso va devenir un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Qui l'eût cru? Mais c'est ça. Je répète, autosuffisant sur le plan alimentaire. Ça sera le Burkina Faso en 1987, au moment où il est assassiné. Et le problème, disons la chose la plus importante, ce sera la fierté d'être burkinabé et la fierté d'être africain. Il va faire 2 discours qui seront marquants. Un aux Nations Unies, où il dit qu'il est le porte-parole de tous les 100 voix du monde. On lui a demandé qui vous a nommé et qui vous parlez au nom de qui. Il a dit qu'il n'a pas besoin de ça. Le seul président qui allait régulièrement à Harlem, c'est-à-dire dans le ghetto noir de New York. Et il leur disait que vous êtes mes frères, je suis votre frère. Le seul qui connaissait même, d'ailleurs, c'est noir américain, c'est africain américain. Ensuite, il va donc réaliser beaucoup d'infrastructures. Et sa particularité, ça sera son combat pour les femmes, où il va imposer une parité dans tous les domaines. Évidemment, c'est une catastrophe pour beaucoup d'hommes. Parité dans tous les domaines. Et ce qu'on va lui reprocher, c'est de n'avoir pas demandé des prêts à la Banque mondiale et au FMI. Oui. Ils ont tous des traits communs. Hein. Même chose pour lui. Il ne demandait rien à la Banque mondiale ni au FMI. C'est un crime. C'est une velléité d'autonomisation qui est inacceptable
sur le plan international. Inacceptable. On vous tient comment? Par les prêts. Quand vous devez quelque chose à quelqu'un, vous parlez encore fort. Vous ne dites rien. Oui, patron, vous avez raison. Mais je pensais même comme vous d'ailleurs. Tout ce que vous avez dit là, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est comme ça, celui qui doit de l'argent. C'est vrai? Vous ne pouvez rien dire. Voilà ce qu'on leur reproche à tous les deux. Le problème de Thomas Sankara, et qui va l'amener peut-être à sa chute, d'abord c'était un homme d'une rectitude morale que personne ne pouvait remettre en question. Comment on le sait? Il introduit la déclaration des biens. Et il est lui-même le premier à déclarer ses biens. Il n'a pas fait des choses qu'il n'a pas dites. Et des choses qui étaient en phase avec ce qu'il prônait et ce en quoi il croyait. C'est ça qu'on appelle l'intégrité morale. L'intégrité, c'est la convergence entre vos actions et votre pensée. Entre vos actions et vos déclarations. Quand il y a convergence des deux, vous êtes déclaré personne intègre. C'est très important. L'intégrité est l'une des caractéristiques du bon leadership. Et lui, son objectif, c'était de transformer sa société. De l'emmener du point A, pays le plus pauvre d'Afrique, l'un des pays les plus pauvres du monde, je crois même le plus pauvre du monde, à un pays où les habitants peuvent manger à leur faim. Il avait dit que c'était possible, et à l'an 4 de la Révolution, il a démontré que c'est possible. Pas qu'il a affirmé à ce moment, il a démontré que c'est possible. Et en 1 de la Révolution, 1000 logements à Ouagadougou. En 2 de la Révolution, 1000 autres logements à Bobo-Dioulasso. En 3 de la Révolution, 1000 logements, je ne sais plus dans quelle ville. Et malheureusement, l'an 4 de la Révolution, il n'était plus là pour donner le bilan. Donc c'est pour dire que le leader transformationnel est motivé par la détermination de changer les choses. Non pas pour lui, parce que nous sommes en Afrique, mais pour la communauté dont il a la charge. Aujourd'hui, combien d'années après sa mort, on continue dans un amphi comme celui-ci de parler de lui? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. C'est ça que ça veut dire. Et même la dernière révolution au Burkina Faso, c'est son nom qui était devant, c'est son drapeau, c'est son effigie que portaient les jeunes. Donc ça veut dire qu'il est mort. Je vais terminer avec la troisième catégorie de leadership, qui est le leader pragmatique. Le leader pragmatique est un leader qui réagit au gré du contexte qui est le sien par rapport à l'objectif qu'il ou elle veut atteindre. Muammar Kadhafi sera dans l'histoire de l'Afrique pour une ou deux choses. Sans lui, sans la Libye, il n'y aurait jamais eu le sommet de Sirte, dont la date ne peut être oubliée par aucun Africain. Le sommet de Sirte se tient le 9/9/99. Mesdames et messieurs, si vous avez du mal à retenir cette date, je vous suggère de vous inscrire à l'hôpital Jameau. Parce que vous avez un autre problème qui est sous-jacent. Le 9 septembre 1999 est la date où se tient le sommet de Sirte, dans lequel sera rédigée la déclaration de la création des États-Unis d'Afrique. Comment se fait-il que le sommet de Sirte est possible? Il y a dans le règlement de l'OUA interdiction de participer à des sommets ou de prendre la parole pour les États dits délinquants financièrement.
Muammar Kadhafi va payer toute l'ardoise de tous les États subsahariens qui doivent de l'argent à l'OUA. Il va mettre à disposition les avions de la flotte Afrikia qu'il a créée pour aller chercher des délégations qui en font la demande. Ce n'est pas toutes les délégations qui en avaient besoin pour les amener. Il va prendre en charge, quand je dis il, c'est la Libye de Muammar Kadhafi, l'ensemble des frais de séjour de toutes les délégations qui en feront la demande. Vous comprenez donc qu'il s'agit de plusieurs millions de dollars, qui est le premier jalon de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc c'est pour ça qu'on peut le classer comme un leader pragmatique, qui au départ était dans une direction, mais à partir d'un certain moment se retrouve dans une autre. Mais il y trouve son compte à lui, parce qu'il veut être le chef des chefs d'Afrique. Et les Africains, bien sûr, dès lors que vous leur donnez ce dont ils ont besoin, ils vont vous appeler par tous les noms de chefs que vous réclamez. C'est donc ainsi que nous allons voir qu'il va aller dans la direction du panafricanisme. Il va aller encore plus loin, parce qu'il va demander que soient créées des instances financières africaines pour autonomiser l'Afrique financièrement et la rendre plus crédible par rapport à la réalisation de ses projets. C'est là qu'il commence à devenir un homme dangereux. Il commence à devenir quelqu'un de dangereux parce qu'il va imprimer une direction qui n'est pas dans le sens que veulent voir évoluer les autres partenaires qu'on appelle, nous, la communauté internationale. Que deviendra le FMI? Que deviendra la Banque mondiale, dont le plus clair de l'ordre du temps est passé sur les dossiers africains? Et donc on commence à voir que trop c'est trop. Il faut trouver un moyen d'en finir avec ce perturbateur international. Muammar Kadhafi en avait après les puissances régnantes, gouvernantes sur les États. C'est quelqu'un qui ne voulait pas du pouvoir autoritaire, de l'autorité étatique. C'est pour ça qu'il a créé la Jamaïria. Jamaïria, en fait, c'est un mélange en arabe du terme populaire et l'État. Donc, en fait, c'est un néologisme, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part, sauf en Libye. Donc, c'est un État populaire, l'État du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce qu'il a inventé. Il dit que les intermédiaires sont dangereux pour le peuple et pour la démocratie. Ce qu'il faut, c'est une démocratie directe, où vous mettez vos doléances et où vous recevez des réponses à vos doléances sans intermédiaire. Tant que vous étiez d'accord avec Muammar Kadhafi, vous étiez un homme heureux en Libye. Mais dès lors que vous n'étiez pas d'accord avec lui, et il faut le dire, vous aviez d'énormes problèmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que son pays ait été un pays de liberté. Ce n'est pas vrai. Vous étiez libre d'agir dès lors que vous n'entriez pas en conflit ouvert avec lui. Moi, je suis allé 4 fois en Libye. Pas sous la Libye actuelle, où je pense que mes écrits m'enverraient là où je ne veux pas aller. Mais la Libye de Muammar Kadhafi. Et je ne suis pas allé sous l'invitation du guide, parce qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle président. On l'appelait le leader, le frère leader, ou bien le guide de la Jamaïria libyenne, populaire libyenne. Il ne voulait pas qu'on l'appelle président, parce qu'il dit qu'il n'est pas un institutionnel. Il ne dormait jamais à la présidence, jamais. Et c'est la raison pour laquelle, le soir où le très grand démocrate Ronald Reagan envoie ses bombes sur son palais, il ne s'y trouve pas, il n'est pas là-bas. Il dort chaque soir dans une famille libyenne différente. Chaque soir. Et on vous dit, oui, c'est un dictateur que personne ne veut. C'est faux. Vous pouvez aller dormir chez quelqu'un s'il essaie de vous tuer la nuit. Non. C'est qu'il était sûr
Et quand il frappe à votre porte autour de 19h, personne ne sait qui va venir. Vous lui faites il dort là, dans une chambre que vous allez dégager pour lui. C'est comme ça qu'il vivait. Chaque famille libyenne ne payait ni eau, ni électricité. 0 franc. Le litre d'essence en Libye était 0,55 centimes d'euros. Donc ça veut dire que c'était gratuit. Et là-bas, chaque famille libyenne avait droit à soit une maison, soit un appartement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc des choses comme ça sont possibles. Ne dites pas non, vraiment, tout ça, ça relève du rêve. Non, ça relève de la réalité. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, quand vous êtes comme ça, vous êtes un danger pour la communauté soi-disant internationale. Parce que vous montrez que vous n'avez pas cédé le patrimoine national à d'autres. Vous êtes donc quelqu'un de dangereux. C'est ça. Et je peux vous dire que le jour où ce monsieur a froissé la Charte des Nations Unies à New York, j'ai dit à mon épouse que ce monsieur n'en a plus pour longtemps. Quelques 6 mois plus tard, il y a eu la fameuse résolution du Conseil de sécurité 1973, soi-disant pour protéger les Libyens civils, curieusement très armés. Et on connaît la suite. Ce qui, à mes yeux, a servi à décrédibiliser grandement l'organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Elle a participé à un crime grave. Elle a participé à l'assassinat d'un chef d'État en exercice. C'est ça la réalité. Bon, moi, aujourd'hui, vraiment, je suis professeur de sciences politiques et de relations internationales. C'est vrai. Mais il y a 2 choses qui me font douter désormais des Nations Unies. En tant qu'Africain, les autres n'ont peut-être pas le droit de douter, hein. De leur perspective, tout est bon. Mais moi, 2 choses. L'assassinat du centre de l'unité africaine, qui n'en parlait pas dans les discours, mais qui a créé partout des joint ventures, partout. Au Mali, au Cameroun, au Libye, c'est lui, si vous ne saviez pas ça. Il devait faire 2 hôtels, un à Yaoundé, un à Douala. C'est pas au bord du lac là, hein, parce que le bord du lac on attend toujours. Muammar el-Kadhafi n'était pas un saint, pas du tout. Je l'ai toujours dit. Il était loin d'être un saint. Mais au moins, en termes d'intégration continentale, il y croyait. Il y croyait. Et donc, il y a ça, son élimination, qui m'a refroidi par rapport aux Nations Unies. La deuxième chose, c'était la scène pathétique des armes de destruction massive en Irak. C'était pathétique. Un mensonge à nul autre pareil. C'était vraiment une honte pour les Nations Unies. Et moi je dis, le général Colin Powell, opération bouclier du désert, opération tempête du désert. Vraiment, on a fini sa carrière, ce jour-là. Et ce n'est pas lui qui défendait ce dossier, c'était le ministre de la Défense. Il n'a pas eu le courage de lui dire « Viens toi-même défendre tes affaires ». Il est allé au Conseil de sécurité et ce fut la catastrophe. Celles et ceux d'entre vous qui étaient suffisamment grands pour voir ça, c'était pathétique. Armes de destruction massive qui n'existaient que dans la tête des Américains et pas ailleurs. Quand on atteint un tel degré de mensonge d'État, on n'a pas le droit de s'ériger en donneur de leçons. Il n'y a que les Africains qui acceptent ça, hein, je vous dis. Il n'y a que nous. Oui, M. Trump a parlé. M. Trump, un monsieur qui, à mon avis, n'est pas tout à fait équilibré. J'ai la faiblesse de le croire. Ce n'est pas un monsieur équilibré, ce monsieur. Mais quand il parle, on s'agenouille, oui. Non, soyons sérieux.
Il ne peut pas nous respecter, il a d'ailleurs dit. Il n'a aucun respect pour l'Afrique, qu'il ne connaît même d'ailleurs pas. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, je pense que Muammar Kadhafi aussi a eu pas mal de déboires, mais il a cru en l'Afrique. Je vais terminer en vous disant quelque chose. Il a réussi à obtenir la transformation des structures de l'Union africaine en autorité. Je le sais puisque j'étais là, j'ai travaillé dans cette commission à Addis Abeba. On a passé une semaine à transformer tous les textes qui allaient passer du commissariat, c'est-à-dire de la commission, en l'autorité. Ça, il l'a fait. Et ces textes sont prêts au moment où je vous parle. Depuis plus de 2 ans aujourd'hui, c'est prêt. Il est mort quand? En 2011? Non, c'était avant. On était là-bas, je crois, en début 2010. Ça fait donc aujourd'hui 18 ans. Ces textes sont prêts. C'est-à-dire, on passe de la commission à l'autorité de l'Union africaine. Mais comme il est mort, et que tous ceux qui ont pris de l'argent sous lui sont maintenant sous la table, se cachent, on ne change rien. Parce qu'on ne veut pas d'une Afrique unie. C'est ça la vérité. Une Afrique unie est un danger pour le monde. Et quand je parle de ma théorie ici de Africa as one country, je suis conscient du fait que ce sont des mots qu'on ne veut pas entendre. Mais nous allons élaborer ça. Nous allons le présenter. On n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour faire avancer notre propre continent. C'est tout. Voilà donc ces 3 leaderships que j'ai tenu à vous présenter. Et j'espère qu'en allant un peu en détail et au plus profond, vous en avez dégagé et les caractéristiques, et la philosophie, et le comportement au quotidien qu'on attend de ces leaders. Ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils ont une vision vers laquelle ils veulent mener la route. Tous. Je pense qu'il est temps qu'on se recentre un peu vers nous. Il n'y a rien de plus malheureux qu'un peuple qui ne sait rien sur lui-même. Et un peuple comme cela est pitoyable, digne de désintérêt, rivé sur les autres, extraverti, qui n'attend une valorisation qu'extérieure. Il faut sortir de cette logique. J'espère qu'à la fin de ce cours, j'ai pu vous donner des éléments pour être fier de qui vous êtes. Et qu'on arrête de vous dire que l'Afrique ce n'est rien. Parce que l'Afrique en réalité est le cœur du XXe siècle et l'enjeu principal du XXe siècle. Et si vous ne croyez pas en l'Afrique, l'Afrique ne deviendra que ce que vous allez en décider. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous remercie pour votre sérieux. Les leaders africains, notamment Muammar Kadhafi, Thomas Sankara ou bien d'autres, ont œuvré pour le bien-être de l'Afrique, ont œuvré pour le développement, le changement de l'Afrique. Mais ces leaders ont été assassinés. Donc c'est vraiment une histoire tragique pour nous. Et il est temps pour l'Afrique de se réveiller. Il est temps pour l'Afrique de savoir ce qu'elle dit d'elle-même et ce qu'elle fait pour son avenir. The lesson of today was very pertinent and very important because it had to talk about leadership in Africa, and we had to realize that in Africa we have 3 principal types of leaders.
We have charismatic leaders, we have transitional leaders, and pragmatic leaders. And with all these leaders, we realize that in Africa, these leaders, they exist quite, they are there. But now, the problem is Africans, we fail to understand the importance of these leaders to our development. Son cours nous booste et ce cours nous montre en réalité que nous ne pouvons plus rester dans ce complexe. Parce que si nous restons encore dans ce complexe, nous allons aller de mal en pire. Mais si nous prenons conscience de notre importance, même sur le niveau international, nous pouvons y arriver.